La chevauchée du prince Kilour. Au temps du roi Uther-Pendragon, Kilise, fils du prince Kélidone, on reconnaîtra encore ici la forme galloise du latin Caledonia, qui désigne l'Écosse, jugea qu'il était sage pour lui d'avoir une femme pour partager sa vie. Son choix tomba sur la fille d'un chef très honorable, à laquelle on avait donné le nom de Goléoudide. Ce nom gallois signifie lumière du jour. Lorsqu'ils furent sous le même toit, les gens du pays se mirent à prier pour qu'ils eussent un héritier, et, grâce à ces prières ferventes, la jeune Goléoudide se retrouva bientôt enceinte. Malheureusement, à partir du moment où elle conçut, sa raison s'égara et elle s'enfuit de la forteresse où elle résidait pour s'en aller errer dans les bois et dans les landes de ce pays. On eut beau la faire chercher partout, on ne la retrouva pas, et le prince Kilise se désolait d'avoir perdu à la fois son épouse et le fils qu'il espérait tant. Cependant, le temps de la délivrance approchait pour Guélodide. Saisie par les douleurs alors qu'elle se trouvait dans un bois de chêne où passait un grand troupeau de porcs, elle se réfugia dans une des cabanes que le porcher avait construites pour les truies qui mettaient bas. C'est là qu'elle donna naissance à un garçon. Le porcher, attiré par les cris de l'enfant, accourut dans la cabane et reconnut bien qu'il s'agissait de Goledide, l'épouse du prince Kilise. Il prit le garçon et alla le porter immédiatement chez le prince. On baptisa l'enfant et on lui donna le nom de Kilour, parce qu'on l'avait trouvé dans la boge d'une truie. J'ai transcrit à la française le nom gallois de Culwish, que l'auteur anonyme du récit décompose en deux termes, cil, cachette, et wish, ouche en breton armoricain, signifiant actuellement truie, et autrefois porc en général. Il semble que l'histoire de Kilour se réfère à un antique rituel totémique. Puis on confia l'enfant à une nourrice, mais à la suite de son accouchement, la mère de l'enfant tomba gravement malade. Elle fit venir son mari et lui dit « Je vais mourir de cette maladie, et je sais que tu voudras une autre femme. Or, les femmes sont à présent celles qui distribuent et répartissent les biens de la famille, et je ne voudrais pas que mon fils fût lésé à cause de l'une d'elles. C'est pourquoi je te demande de ne pas te remarier, sauf si tu aperçois une ronce à deux têtes sur ma tombe. » Il le lui promit. Sympa le mec. Mais la femme fit venir un de ses serviteurs les plus fidèles, qu'elle connaissait depuis son enfance, et lui commanda de nettoyer complètement sa tombe tous les ans de façon que rien ne pût croître dessus. Goledide mourut peu après. Son mari la fit enterrer dans le petit cimetière situé auprès de la forteresse, et il envoyait chaque jour quelqu'un pour voir s'il poussait quelque chose sur la tombe. Le gars trop pressé de se remarier. Or, au bout de 7 ans, le serviteur négligea ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire nettoyer la tombe de Goledide. Un jour de chasse, le prince Kilise se rendit au cimetière. Il voulait voir la tombe lui-même, car il songeait à se remarier. Il vit la tombe, et sur celle-ci une ronce à deux têtes avait poussé. Aussitôt, il rentra à sa forteresse et réunit son conseil pour déterminer quelle femme il pouvait épouser. Le choix des conseillers se porta sur la femme du roi d'Ogued. Alors, Kilise et ses compagnons allèrent faire la guerre au roi d'Ogued. Ils le vainquirent, le tuèrent, s'emparèrent de ses domaines et revinrent avec la femme du roi. Et Kilise l'épousa sur le champ. Sympa. Genre, tu veux épouser une femme, tu vas tuer ses parents. Oh, quoique, parfois, ça aide, hein. Ça dépend les parents. Un jour, la femme alla se promener toute seule dans la campagne. Elle se rendit chez une vieille sorcière à qui il ne restait plus une dent. Vieille, lui demanda-t-elle, veux-tu me dire au nom de Dieu ce que je vais te demander? Voici. Où sont les enfants de celui qui m'a enlevée par violence et qui m'a épousée contre mon gré?
Il n'en a qu'un, répondit la vieille. Mais rassure-toi, il te sera facile de t'en débarrasser en l'envoyant par le monde, et tu pourras ainsi privilégier les enfants que tu as déjà. La femme fut très joyeuse de ce qu'elle venait d'apprendre. Elle retourna auprès du prince Kilise et lui dit: Pourquoi me caches-tu les enfants que tu as eus avant moi? Je n'en ai qu'un, répondit Kilise, mais je ne te le cacherai pas plus longtemps. Il envoya un serviteur chercher son fils, qui se trouvait toujours chez la nourrice, à qui on l'avait confié dès sa naissance. Il fut alors présenté à sa marâtre. Celle-ci lui dit: Tu ferais bien de prendre une femme. J'ai justement une fille qui conviendrait à n'importe quel noble fils de roi. Kilour fut fort surpris de ce discours. Je ne suis pas encore en âge de me marier, dit-il. La marâtre fut saisie par la colère. Je jure, s'écria-t-elle, que tu auras cette destinée, que ton flanc ne se choquera jamais à celui d'une femme, tant que tu n'auras pas obtenu Olwen, la fille d'Ispadaden Pencaor. Kilour se mit à rougir, car l'amour d'Olwen venait de pénétrer dans tout son corps et dans tous ses membres, bien qu'il ne l'eût jamais vue. L'amour que l'on ressent tout à coup pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu est un motif très répandu dans la tradition celtique, aussi bien en Irlande que dans l'île de Bretagne. Ils avaient Facebook. Et il se reconnaît aisément dans la fine Amor, des troubadours occitans, devenu le célèbre thème de l'amour lointain. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une résurgence de la doctrine gnostique, la femme aimée, et qu'on n'a jamais vue, représentant la Pistis Sophia, qu'il faut réintégrer dans sa plénitude originelle afin de parvenir à l'harmonie cosmique. Kilour se mit à rougir. Son père lui dit: Pourquoi changes-tu ainsi de couleur, mon fils? Kilour lui répondit: Ma marâtre m'a juré que je n'aurais jamais d'autre femme qu'Olwen, la fille d'Ispadaden Pencaor. Eh bien, va donc chez son père et demande-lui sa fille. C'est que, reprit Kilour, je ne sais pas qui est cet Olwen, ni où réside son père, Ispadaden Pencaor. Moi non plus, dit le père. Il envoya aussitôt des serviteurs s'informer, mais ils revinrent en disant que personne ne connaissait Olwen, ni Ispadaden Pencaor. Je suis bien malheureux, dit Kilour, car je n'aurai jamais de femme. Ce que prononce la marâtre, c'est un charme contraignant, une sorte d'incantation magique que les Irlandais appellent Geis. On trouve un exemple analogue dans le récit irlandais des aventures d'Ar, fils de Conn. Non, dit Kilise à son fils, je vois un moyen de te tirer d'embarras. Le roi Arthur est ton cousin. Va le trouver pour qu'il arrange ta chevelure et demande-lui son aide à propos de cette Olwen, fille d'Ispadaden Pencaor. Trait de mœurs très celtique et plus particulièrement gallois. Au 8e siècle, c'était la coutume dans les familles nobles de faire couper les cheveux de leurs enfants par un chef renommé. Cela constituait une sorte d'initiation sociale et spirituelle, l'inverse des mérovingiens de l'époque. Alors, sans plus attendre, le jeune homme partit sur un coursier à la tête grise, vieux de 4 hivers, aux cuisses puissamment musclées, aux sabots brillants comme des coquillages, avec une bride aux chaînettes d'or, avec une selle d'or de grand prix. Kilour portait 2 javelots d'argent bien aiguisés et une lance à pointe saillante, d'une bonne coudée jusqu'à la pointe, en prenant pour mesure le coude d'un homme de forte corpulence, capable d'atteindre le vent et de lui tirer du sang. Elle était plus rapide que la chute de la première goutte de rosée de la pointe du roseau sur le sol au moment où elle est la plus abondante au mois de juin. Tout ce passage est la traduction littérale du texte gallois. On remarquera le mélange ahurissant d'éléments réalistes d'une extrême précision et de projections mentales allant jusqu'au fantastique. À sa hanche pendait une épée à poignée d'or, à lame d'or, à la garde formée d'une croix émaillée d'or et de la couleur de l'éclair du ciel. Devant lui s'ébattaient 2 lévriers au poitrail blanc, à la peau tachetée, portant chacun au cou un collier de rubis allant de la jointure de l'épaule à l'oreille. Celui de gauche passait à droite, celui de droite à gauche, jouant ainsi avec lui comme 2 hirondelles de mer. Les 4 sabots de son coursier
faisait voler 4 mottes de gazon, comme 2 hirondelles dans les airs, par-dessus sa tête, tantôt plus haut, tantôt plus bas. Kilour avait revêtu un manteau de pourpre à 4 pans, une pomme d'or à chaque extrémité, de la valeur de 100 vaches chacune. Chez les anciens Celtes, Bretons et Irlandais, et jusque vers le XIe siècle, la valeur des terres, des objets, des animaux et même des personnes, notamment dans le cas des esclaves, se calculait sur la base des têtes de bétail. Ce qui renforce la thèse attribuant pour origine aux structures sociales des Celtes les coutumes d'un peuple de pasteurs nomades. Sur ses chausses et ses étriers, depuis le haut de la cuisse jusqu'au bout de son orteil, il y avait de l'or pour la valeur de 300 vaches. Pas un brin d'herbe ne pliait sous lui, si léger était le trot du coursier qui l'emportait ainsi à la cour d'Arthur. Kilour, après avoir chevauché 3 jours et 3 nuits, parvint devant la forteresse de Carduel, où le roi Arthur avait retenu près de lui quelques-uns de ses plus fidèles compagnons afin de discuter des grandes affaires du royaume. Il y avait là Caï, son frère de lait, dont il avait fait son sénéchal. Il y avait là Bédouir, qui ne supportait pas qu'on pût dire la moindre parole désagréable à l'encontre d'Arthur. Il y avait là Gauvin, le neveu d'Arthur, qu'il avait désigné pour être son successeur, le fils de sa sœur Anna et du roi Lot d'Orcanie. Et puis encore Yvain, le fils du roi Urien, Hyder-Aiguine, fils du roi Nude, Girflé, fils de Donne, Bédouine, le chapelain d'Arthur, Merlin, son sage conseiller, ainsi que quelques autres qui avaient à donner leurs avis sur tous les sujets qu'il plairait à Arthur d'aborder. Kilour entra dans la forteresse, se fit montrer le logis d'Arthur et s'y présenta. Mais le portier l'arrêta. Où veux-tu donc aller, jeune présomptueux lui demanda-t-il. Présomptueux toi-même, répliqua Kilour. Qui es-tu donc pour me parler sur ce ton? Je suis le portier d'Arthur, et l'on me nomme Gloulouit à la forte étreinte. Sache bien que nul ne peut entrer dans ce logis sans ma permission. Alors, dit le jeune homme, je te demande cette permission. Le portier se mit à rire et dit, cette permission, je ne l'accorde qu'à ceux qui sont dignes d'entrer. Le roi Arthur tient conseil et n'a besoin de personne. Sache, jeune présomptueux, que l'on ne laisse entrer ici que les fils de roi d'un royaume reconnu ou l'artiste qui apporte son art. Cela dit, tu seras le bienvenu dans la forteresse du roi Arthur. On donnera à manger à tes chiens et à ton cheval. À toi, on offrira des tranches de viande cuite et poivrée, du vin en grande quantité afin de satisfaire ta soif, et une musique agréable pour charmer tes oreilles pendant ton séjour. On t'apportera la nourriture de 30 hommes au logis des hôtes. Là où se restaurent les gens des pays lointains et ceux qui n'auront pas réussi à se faire admettre parmi les familiers d'Arthur. Mais tu ne seras pas plus mal là qu'avec Arthur lui-même, je te le garantis. On t'offrira une femme pour coucher avec toi. Et demain, dans la matinée, lorsque la porte s'ouvrira devant la compagnie qui est venue ici aujourd'hui, c'est devant toi le premier qu'elle s'ouvrira, afin de t'honorer, et tu pourras choisir la place que tu voudras à la cour d'Arthur, du haut en bas, comme il te plaira. Tout ce passage dénote une société archaïque par rapport aux descriptions des récits médiévaux. Dans ce texte, qui est le plus ancien de tous les récits concernant Arthur, il n'est pas question de chevalerie, ni de courtoisie à la mode des auteurs des XIIe et XIIIe siècles. Pour comprendre cette étrange épopée, il convient de se replonger dans l'atmosphère du haut Moyen-Âge, à l'époque mérovingienne, qu'est-ce que je disais, avec en outre l'influence de cette société celtique primitive telle qu'elle existait encore au pays de Galles et en Irlande. Dans ce passage, il faut comprendre la cour d'Arthur comme une assemblée plénière où tous les guerriers, chevaliers ou non, sont admis. Mais le conseil que tient Arthur avec les quelques compagnons est un huis clos, une véritable réunion de bureaux politiques à laquelle ne sont admis que certains responsables. Je n'en ferai rien, répliqua le jeune homme. Si tu ouvres la porte, ce sera bien. Mais si tu ne l'ouvres pas, je ferai honte à ton maître. Je jetterai le discrédit sur toi,
et je pousserai 3 cris, tels qu'il n'y en aura jamais eu de plus mortel de Tintagel au château des Pucelles. Le château des Pucelles est la dénomination romanesque médiévale de la cité d'Édimbourg, de Tintagel au sud-ouest, dans la péninsule de Cornouailles, jusqu'à Édimbourg, au nord-est, actuellement en Écosse, mais à l'époque historique arthurienne, domaine des Bretons du Nord, c'est donc l'ensemble du royaume de Bretagne qui est concerné. Tout ce qu'il y a de femmes enceintes dans cette île avortera. Quant aux autres, elles seront accablées d'un tel malaise que leur sein se retournera et qu'elles ne concevront jamais plus. Il s'agit encore une fois d'un guess celtique, souvenir évident des malédictions druidiques frappant un pays ennemi de stérilité. Gloolouit, à la forte étreinte, lui répondit : « Tu auras beau crier contre les coutumes de la cour d'Arthur, on ne te laissera pas entrer avant que je ne sois d'abord allé en parler avec Arthur lui-même. » Gloolouit se rendit dans la salle où se trouvait Arthur. « Qu'y a-t-il de nouveau à la porte ? » lui demanda Arthur. Le portier répondit : « J'ai passé les 2 tiers de ma vie avec les rois de ce pays. J'ai connu ton père, Uther Pendragon, que j'ai servi fidèlement, et je te sers aussi fidèlement. J'ai été le témoin privilégié de tous les événements qui se sont produits dans ce royaume. J'ai participé aux plus grandes assemblées de nobles et de guerriers qui se soient tenues dans cette île. Je t'ai accompagné dans toutes tes expéditions. J'ai rencontré des barons, des princes et des rois, mais je t'assure, roi Arthur, je n'ai jamais vu personne d'aussi noble et d'aussi hardi que celui qui est à la porte en ce moment. » « Eh bien, répondit Arthur, si tu es venu au pas, retourne en courant. Que tous ceux qui voient la lumière, que tous ceux qui ouvrent les yeux et les ferment, que tous ceux qui sont ici soient ses serviteurs. Que les uns lui servent le vin dans des cornes montées en or, que les autres lui présentent des tranches de viande cuite et poivrée, en attendant qu'une nourriture digne de lui soit prête. C'est pitié de laisser dehors, sous le vent et la pluie, un homme comme celui dont tu parles. » Ainsi parla le roi Arthur. Gloolouit se hâta de revenir à l'entrée de la maison et ouvrit la porte au jeune homme. Quoiqu'il fît d'usage qu'on descendît de cheval à l'entrée, sur le montoir de pierre, Kilour ne mit pas pied à terre. Il fit avancer son cheval à l'intérieur de la forteresse jusqu'à l'endroit où se tenait Arthur. C'est évidemment un signe d'orgueil de la part de Kilour, mais ce genre d'entrée fracassante se retrouve dans plusieurs textes arthuriens, notamment dans certaines versions de la quête du Graal où Perceval agit de la même façon. Quoi qu'il en soit, ce détail est encore la preuve que le décor habituel de l'épopée arthurienne n'est pas celui des XIIe et XIIIe siècles, mais celui de l'Antiquité finissante ou du haut Moyen-Âge. Kilour ou Perceval ne pourrait pénétrer ainsi dans la grande salle d'un château fort tel que nous en voyons des vestiges actuellement, car cette salle serait nécessairement à l'étage. Oh, mais il est con ce mec ou quoi ? Je dirai après. Dans l'esprit des conteurs, même ceux des XIIe et XIIIe siècles qui ne font qu'actualiser des données antérieures, il s'agit bel et bien d'une forteresse de type celtique, soit un grand enclos fortifié sur une hauteur, à l'intérieur duquel se trouvent dispersées différentes maisons. Si l'on tient compte de cette réalité historique, l'entrée de Kilour, à cheval, dans la salle du conseil, n'a rien que de très normal, et n'est pas due à la fantaisie naïve de quelque auteur en mal de pittoresque. Ouais, je suis pas très sûre, hein. Moi, je pense que les forteresses, à l'époque, elles étaient pas très différentes de celles du XIe, mais qu'on se contentait de les démonter pour en faire des maisons quand l'ordre en était donné ou quand la souveraineté du lieu disparaissait. Et aussi, je tiens à dire que ça arrivait beaucoup plus que ça, qu'il ne le prétend, qu'un homme rentre dans un château à cheval, parce que le cheval servait de chauffage, et ça j'en suis convaincue. Mais bon, ça c'est une de mes théories. Les gens dormaient avec leurs chevaux dans les châteaux, c'est inchauffable un château. Alors, et c'est pour ça que les escaliers sont défoncés, les escaliers en pierre dans les châteaux, moi j'y suis déjà allée, pas mal. On voit que les marches en général sont défoncées, et c'est par les sabots des chevaux, en vérité.
Bref. Euh, Mais bon, ça fait bizarre de dire, ouais, en fait, les gens avant, ils dormaient avec leur cheval. Alors, je ne sais plus où je suis. Ah, salut, s'écria-t-il, salut, chef suprême de cette île. Salut aussi bien en haut qu'en bas de cette maison, à tes nobles, à ta suite, à tes capitaines. Que chacun reçoive ce salut aussi complet que je l'ai adressé à toi-même. Puisse ta prospérité, ta gloire et ton honneur être au comble pour toute cette île de Bretagne. Salut à toi également, répondit Arthur. Assieds-toi entre deux de mes compagnons. On t'offrira les distractions de la musique, et tu seras traité comme un prince royal, futur héritier d'un trône, tant que tu seras ici. Quand je partagerai mes dons entre mes hôtes, et tous les gens qui viennent de loin, c'est par toi que je commencerai dans cette cour, je te l'assure. Mais Kilour ne prit pas la peine de s'asseoir. Il regarda fièrement tous ceux qui se trouvaient là et dit: Je ne suis pas venu ici pour gaspiller de la nourriture et des boissons. Brave homme. Si j'obtiens le don que je désire, je saurai le reconnaître et le faire savoir. Mais si je ne le reçois pas, je porterai ton déshonneur aussi loin qu'est allée ta renommée, aux quatre extrémités du monde habité. Puisque tu ne veux pas séjourner ici, dit alors Arthur, tu auras le don qu'indiqueront ta tête et ta langue, aussi loin que sèche le vent, aussi loin que mouille la pluie, aussi loin que tourne le soleil, aussi loin que se répand la mer, aussi loin que s'étend la terre. Tu auras ce don, à l'exception de mon épée Excalibur, de mon bouclier Prithoën, de mon épouse Guenièvre, de mon navire, de ma lance et de mon couteau. J'en prends Dieu à témoin. Ce don, je te l'accorde avec plaisir. Dis-moi maintenant ce que tu veux. Serait pas un peu, ils seraient pas un petit peu homosexuels, ces deux-là? C'est un bel exemple de don royal obligatoire et contraignant. Le roi est tenu d'accorder un don sans savoir de quoi il s'agit, compte tenu des restrictions annoncées solennellement. S'il n'accordait pas le don, même si celui-ci est extravagant, le roi serait déshonoré à tout jamais. Ah, quelle belle époque! Il savait jouer, hein, il savait se lancer des beaux défis à l'époque, hein, quand même. Kilour dit: Je veux que tu mettes en ordre ma chevelure. Fort bien, je kiffe. Fort bien, répondit Arthur. Il se fit, moi aussi je veux qu'on remette ma chevelure. D'ailleurs, je vais lâcher mes cheveux parce que je n'ai pas dormi. Ah non, je n'ai pas mangé pendant 48 heures. Donc je suis un petit peu folle. Hop. Donc là, ça fait vrai. Je veux que tu arranges ma chevelure. Hop. On est dans le truc. Fort bien, répondit Arthur. Il se fit apporter un peigne d'or, des ciseaux aux anneaux d'argent, et lui coiffa la chevelure. Cela étant fait, Arthur dit: Je sens que mon cœur s'épanouit vis-à-vis de toi, et je sais que tu es de mon sang. Dis-moi donc qui tu es. Volontiers, Seigneur, je suis Kilour, fils de Kilise, fils du prince Kélidon, et je suis ton cousin par ma mère Goledide. C'est vrai, dit Arthur, tu es réellement mon cousin. Fais-moi connaître ce que tu veux, et tu l'auras. Je demande, dit Kilour, que tu me fasses obtenir Olwen, la fille d'Ispadaden Pencaor, et je la réclame également à tous tes compagnons. Il se fit un grand silence dans la salle. Puis Arthur prit la parole. Je n'ai jamais rien entendu au sujet de cette jeune fille, dit-il, ni même au sujet de ses parents. Mais cela ne fait rien. Je vais envoyer des messagers à sa recherche. Donne-moi seulement un peu de temps. Volontiers, Seigneur, dit Kilour. Arthur envoya alors des messagers dans toutes les directions, dans les limites de son royaume, à la recherche du jeune fille qui se nommait Olwen et dont le père était Ispadaden Pencaor. Pendant ce temps, Kilour demeura à la cour d'Arthur, dans la forteresse de Carduel. Enfin, les messagers revinrent, mais aucun d'eux n'avait appris quoi que ce fût au sujet de la jeune fille. Chacun a obtenu son don, dit alors Kilour avec colère. Mais moi, je n'ai rien eu de ce que j'ai demandé. Je m'en irai donc de cette cour et j'emporterai ton honneur avec moi.
Prince, s'écria Caï, c'est trop de propos injustes et blessants pour Arthur. Viens avec nous, et avant que tu reconnaisses toi-même que la jeune fille dont tu parles ne se trouve nulle part au monde, ou que nous ne l'ayons point trouvée, nous ne nous séparerons pas de toi. Après avoir prononcé ces paroles, Caï se leva. Caï avait cette vigueur caractéristique qu'il pouvait respirer 9 nuits et 9 jours sous la surface d'un lac ou d'une rivière. Oh, c'est un homme-poisson comme Mérové, comme le père de Mérové. Il pouvait demeurer 9 jours et 9 nuits sans dormir, quitte à dormir toute une lunaison par la suite. Je crois que moi aussi je peux faire ça. Un coup d'épée de Caï, aucun médecin ne pouvait le guérir, sauf s'il apportait un peu d'eau puisée au lac des Herbes, qui se trouvait en Irlande. Quand il plaisait à Caï, il pouvait devenir aussi grand que l'arbre le plus élevé de la forêt, mais il ne le pouvait que s'il n'avait pas peur. Or Caï, chaque fois qu'il se trouvait dans une situation délicate, ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la crainte. Il avait pourtant un autre privilège que maint de ses compagnons lui enviaient. Quand la pluie tombait drue, tout ce qu'il tenait à la main était sec au-dessus et au-dessous, à la distance d'une palme, si grande était sa chaleur naturelle. Et quand, certaines nuits, ils étaient obligés de dormir dans la forêt, les compagnons de Caï se blottissaient contre lui pour ne pas sentir le froid. C'est un chauffage. Arthur appela Bédouir. Celui-ci n'avait jamais hésité à prendre part à une mission pour laquelle partait Caï, car il aimait celui-ci comme un frère. Bédouir était très grand et avait de très longues jambes. Personne ne l'égalait à la course dans toute l'île de Bretagne. Et quoiqu'il n'eût qu'une seule main, 3 combattants ne faisaient pas jaillir le sang plus vite que lui sur le champ de bataille. Il avait encore un autre privilège. Sa lance produisait une blessure en entrant dans la chair, mais elle en produisait 9 en s'en retirant. Et Bédouir dit qu'il acceptait volontiers d'accompagner Caï et Kilour dans leur recherche d'Olwen, la fille d'Yspadaden Pencaur, dont personne jusqu'alors n'avait jamais entendu parler dans toute l'île de Bretagne et dans les îles adjacentes. Après cela, Arthur s'adressa à Gauvin, son neveu, fils de sa sœur et du roi Lot d'Orcanie. Il ne revenait jamais d'une mission sans l'avoir menée à son terme. C'est pourquoi Arthur lui demanda de partir avec Caï et Bédouir pour accompagner Kilour dans sa recherche. Enfin, il invita Merlin à se joindre à eux, parce que celui-ci connaissait toutes les langues que parlaient les hommes et même celles que parlaient les animaux, et que, en cas de grand danger, Merlin était le seul à pouvoir jeter charmes et enchantements sur eux-mêmes comme sur leurs ennemis, et même sur les terres qu'ils traverseraient dans leur expédition à la recherche d'Olwen, fille d'Yspadaden Pencaur, dont personne jusqu'alors n'avait jamais entendu dire quoi que ce fût. Le récit original gallois utilisé ici, Culhwch et Olwen, a été composé bien avant la formation de la légende de Merlin. Le personnage, on s'en doute, n'y apparaît pas. Mais dans cet épisode, 2 personnages qu'Arthur adjoint effectivement à l'expédition offrent toutes les caractéristiques du Merlin médiéval classique. Gruir, Gwalstout, Létoed, homme long connaissant toute langue, parce qu'il savait toutes les langues, et Menou, intelligence, fils de Tergwaed, qui a vraiment toutes les caractéristiques du devin magicien tel qu'est présenté Merlin dans les textes classiques. Bon, il faut que je me serve un café. Hop. Alors. Non mais ça va pas. Hein. Faut vraiment qu'Arthur il vienne me coiffer. Hein. Arthur appela Bédouir. Non, je sais pas où je suis. Non, je suis pas là. Alors,
Ils quittèrent immédiatement la forteresse de Carduel et s'en allèrent jusqu'à une vaste plaine dans laquelle ils aperçurent une immense forteresse, la plus imposante du monde. Ils cheminèrent jusqu'au soir, mais lorsqu'ils s'en croyaient tout près, ils s'apercevaient qu'ils n'en étaient pas plus rapprochés que le matin. Ils allèrent ainsi pendant 2 jours. Ils continuèrent pendant 3 jours, et c'est à peine s'ils purent l'atteindre. Quand ils furent devant la forteresse, ils aperçurent un troupeau de moutons comme jamais ils n'en avaient encore vu, innombrables et prodigieux. Du sommet d'un tertre, un berger, vêtu d'une casaque de peau, le gardait. À côté de lui était couché un dogue aux poils hérissés, plus grand qu'un étalon de 9 hivers. Aucune compagnie, quelle qu'elle fût, ne pouvait passer à côté de ce chien sans s'attirer quelque dommage, une blessure ou quelque autre inconvénient. Ses yeux ne quittaient jamais l'horizon, et son haleine était si ardente qu'elle brûlait tout ce qu'il y avait d'herbe et de buissons autour de lui. Caï dit à Merlin: « Va donc parler à cet homme, là-bas, car j'ai bien peur qu'il n'envoie sur nous ce chien qui me semble redoutable. » Merlin se mit à rire et dit: « Caï, je n'ai promis d'aller que jusqu'où tu irais toi-même. » « Très bien, répondit Caï, j'irai donc avec toi. » Merlin continua à rire. « N'aie pas peur, Caï, dit-il. J'enverrai un charme sur le chien, de telle manière qu'il ne fasse de mal à personne. » Ils se rendirent donc auprès du berger et lui dirent: « Es-tu riche, berger ? » ?»« À Dieu ne plaise que vous soyez jamais plus riche que moi, répondit-il. Mais si j'étais vraiment riche, je ne passerais pas mon temps à garder ces troupeaux. Bah, on sait jamais, hein. Caï lui demanda: « À qui sont ces brebis que tu gardes et cette forteresse qu'on voit là-bas ? Vous êtes vraiment sans intelligence. On sait dans tout l'univers que c'est la forteresse d'Yspadaden-Penkawr. Il est évident que les héros se trouvent ici dans l'autre monde, cet univers parallèle où les Celtes plaçaient les demeures des dieux, des démons et des défunts. Yspadaden-Penkawr, tête de géant, est un personnage cyclopéen infernal dont l'équivalent dans la mythologie irlandaise est le géant Balor, à l'œil qui foudroie, chef du mystérieux peuple des Fomorés. Et toi, qui es-tu ? Custennin, fils de Divnedic. C'est à cause de mes biens que m'a réduit en cet état mon frère Yspadaden-Penkawr. Mais vous-même, qui êtes-vous ? Des messagers d'Arthur, venus ici pour rechercher Olwen, la fille d'Yspadaden-Penkawr. Homme, que Dieu vous protège. Abandonnez votre projet, car personne n'est venu faire cette démarche qui s'en soit retourné en vie. Encore un père fou qui empêche sa fille d'avoir un mari. Alors, comme le berger se levait pour partir, Kilour lui donna une bague en or. Il essaya de la mettre, mais comme elle ne lui allait pas, il la plaça sur un doigt de son gant et s'en alla, ah tiens, bonne idée, vers sa maison. Il donna le gant à sa femme. Elle retira la bague du gant et la rangea soigneusement, disant: « Homme, d'où te vient cette bague ? Il ne t'arrive pas souvent d'avoir une telle aubaine. J'étais allé chercher de la nourriture sur le rivage lorsque tout à coup j'ai vu un cadavre venir avec le flot. Jamais je n'en ai vu de plus beau. C'est sur son doigt que j'ai pris cette bague. » La femme dit encore: « Montre-moi donc le cadavre. Tu le verras bientôt, car il viendra jusqu'ici. » Cela signifie que le berger considère Kilour comme virtuellement mort, déjà tué par le redoutable Yspadaden. Oh, pas mal. Ils étaient poètes à l'époque. Hein. Moi, je trouve que la poésie est morte. Il n'y a plus de poésie. Hop. Il y a des semblants de poésie. Des simagrées poétiques. Qui est-ce
Kilour, fils de Kilise et fils de ta sœur Golodide, il est venu pour demander Olwen comme femme. Elle fut partagée entre deux sentiments. Elle était joyeuse à l'idée de voir son neveu, le fils de sa sœur, mais elle était triste en pensant qu'elle n'avait jamais vu revenir en vie ceux qui étaient allés faire une telle demande. Kilour et ses compagnons se dirigèrent vers la maison de Custennin le berger. La femme les entendit venir et courut joyeusement à leur rencontre. Elle les embrassa tous avec fougue et les conduisit à l'intérieur de la maison où elle les servit abondamment. Puis, comme tout le monde sortait pour prendre l'air, la femme ouvrit un coffre de pierre qui se trouvait près du foyer et un jeune homme aux cheveux blonds frisés en sortit. C'est pitié, dit Merlin, de cacher un pareil garçon. Je suis sûr que ce n'est pas en punition de ses fautes qu'on le garde ainsi prisonnier. Celui-ci est un rescapé, dit la femme. Ispadaden Penkaur m'a tué 23 fils, et je n'ai même pas plus d'espoir de conserver celui-ci que les autres. Qu'il me tienne compagnie, dit alors Caille, et je prendrai soin de lui. Il ne sera tué que si je suis tué moi-même. Le soir, ils se remirent à table. « Pour quelle affaire êtes-vous venus » demanda la femme. Caille répondit. « Nous sommes venus demander Olwen pour ce jeune homme, pour l'amour de Dieu. Puisque personne ne vous a encore aperçu de la forteresse, retournez sur vos pas. » Non, dit Caille, nous ne repartirons pas avant d'avoir vu la jeune fille. Vient-elle parfois de ce côté ? Oui, répondit la femme. Elle vient ici tous les samedis pour se laver la tête. C'est un thème mélusinien. Tous les samedis, la jeune Olwen reprend obligatoirement sa véritable nature en accomplissant un geste symbolique. Le lavement de la tête équivaut au bain que prend Mélusine avec sa queue de serpent. Je tiens à préciser que Mélusine est mon ancêtre. Alors, elle laisse toutes ses bagues dans le bassin où elle se lave et elle ne revient jamais les reprendre, pas plus qu'elle n'envoie quelqu'un pour les chercher. Attitude incompréhensible si l'on ne se réfère pas au thème mélusinien. Mélusine est aussi la serpente, la vouivre qui, lorsqu'elle boit à une fontaine, ôte le diamant ou la pierre précieuse qu'elle a sur la tête et dont on peut alors s'emparer. Oui, mais ici, ils sont sympas, les gens. Alors, est-ce qu'elle viendrait si tu l'en priais ? Demanda Merlin. Oui, parce que là, c'est une époque bien antérieure à celle de Mélusine. Les mœurs sont différents. À l'époque, on avait le droit d'être un monstre sans finir sur le bûcher, quoi, en gros. Est-ce qu'elle viendrait si tu l'en priais ? Demanda Merlin. Oui, répondit-elle, mais je ne le ferai que si vous me promettez de ne lui faire aucun mal. Ils jurèrent tous qu'ils ne feraient aucun mal à la jeune fille et qu'ils ne l'emmèneraient pas contre sa volonté. Alors la femme du berger envoya quelqu'un demander à Olwen de venir. La jeune fille vint bientôt. Elle était vêtue d'une chemise de soie rouge flamme. Elle avait autour du cou un collier d'or rouge. À mon avis, c'est du cinabre. Rehaussé de pierres précieuses et de rubis. Or rouge, c'est quoi ? C'est bizarre. Plus blonds étaient ses cheveux que la fleur du genêt, plus blanche sa peau que l'écume de la vague, plus éclatants ses doigts que le rejeton du trèfle des eaux émergeant du petit bassin formé par une fontaine jaillissante. Son regard était plus clair que le regard du faucon après une mue, ou celui du tiercelé après 3 mues. Oh purée. Son sein était plus blanc que la poitrine du cygne, ses joues plus rouges que la plus rouge des roses. On ne pouvait la voir sans être entièrement pénétré de son amour. 4 trèfles blancs naissaient sous ses pas partout où elle allait. C'est pourquoi on l'avait appelée Olwen, c'est-à-dire trace blanche. Elle entra et alla s'asseoir perte blanche. C'est pourquoi on l'avait appelée Elle entra et alla s'asseoir sur le banc principal à côté de Kilour. Il lui dit : « Jeune fille, c'est toi que j'aimais depuis si longtemps. Viens avec moi dans mon pays et je t'épouserai. »
Je ne le peux, en aucune façon, répondit-elle, car mon père m'a fait donner ma foi que je ne m'en irai jamais sans qu'il me le permette. Il a été dit, en effet, qu'il ne doit vivre que jusqu'au moment où je m'en irai avec un époux. Il y a cependant quelque chose que tu peux faire, si tu y consens. Va me demander à mon père, et tout ce qu'il te demandera de lui procurer, promets qu'il l'aura. Mais prends bien garde de ne jamais le contrarier. C'est seulement si tu promets tout ce qu'il te demandera en échange de moi que tu pourras m'obtenir. Et tu pourras même t'estimer heureux si tu en réchappes avec la vie sauve. Je le ferai, dit Kilour. Elle s'en retourna vers la forteresse, et ils se levèrent pour la suivre. Ils tuèrent les 9 portiers qui gardaient les 9 portes, sans qu'un seul pût faire entendre une plainte, ainsi que les 9 dogues qui étaient là sans qu'aucun ne poussât un cri, et ils entrèrent tout droit dans la salle. Salure, dirent-ils, Yspadaden Penkawr, au nom de Dieu et des hommes. Qui êtes-vous et qu'êtes-vous venu faire ici? Répondit Yspadaden Penkawr. Nous sommes venus chez toi afin de te demander ta fille Olwen pour Kilour, fils du prince Kélidon. Ainsi parla Merlin. Où sont mes serviteurs et mes vauriens de gens? Cria Yspadaden Penkawr. Élevez les fourches sous mes 2 sourcils qui sont tombés sur mes yeux afin que je puisse voir mon futur gendre. Le détail n'est compréhensible que si l'on se réfère au récit gaélique de la bataille de Mag Tured à propos du géant Balor. Celui-ci avait un œil pernicieux, cet œil ne s'ouvrait que dans le combat. 4 hommes soulevaient la paupière avec un croc bien poli qu'ils passaient dans la paupière. L'armée qui regardait cet œil ne pouvait résister. Dans le récit gallois, le géant n'a plus l'œil foudroyant du Fomoré Balor, mais il a gardé ce même aspect cyclopéen. Le thème développé ici est le même que celui de l'épisode de Polyphème dans l'Odyssée. Cela fut aussitôt fait. Alors il dit « Revenez demain matin et vous aurez une réponse. » Ils se levèrent pour sortir, mais Yspadaden Penkawr saisit un des 3 javelots empoisonnés qui se trouvaient à portée de sa main et le lança après eux. Bédouir le saisit au passage et le lui renvoya instantanément. Le javelot traversa le genou d'Yspadaden Penkawr. « Maudit, gendre barbare !» cria-t-il. Je m'en ressentirai toute ma vie en marchant sur une pente. Se faire empoisonner m'a fait souffrir comme la morsure du temps. Maudit soit le forgeron qui l'a fabriqué et l'enclume sur laquelle il a été forgé. Ils logèrent cette nuit-là chez Custennin, le berger. Le jour suivant, en grand appareil, la chevelure soigneusement peignée, ils retournèrent à la forteresse, entrèrent dans la salle. Ils parlèrent ainsi. Yspadaden Penkawr, donne-nous ta fille et nous paierons tout ce qu'il faut payer en pareil cas. Mais si tu refuses, il t'en coûtera la vie. Yspadaden répondit. Ma fille a encore des oncles et des tantes. Il faut que je tienne conseil avec eux. Qu'il en soit ainsi, dit Kai. Nous reviendrons demain. Comme il partait, Yspadaden Penkawr saisit un des 2 javelots qui étaient à portée de sa main et le lança sur eux. Merlin saisit le javelot au passage et le renvoya. Le javelot pénétra le haut de la poitrine d'Yspadaden et ressortit à la chute des reins. « Maudit, gendre barbare !» cria-t-il. « Cet acier est cuisant comme la morsure d'une grosse sangsue. Maudit soit la fournaise où il a été fondu et le forgeron qui l'a forgé. Quand je voudrais gravir une colline, j'aurai désormais courte haleine, maux d'estomac et fréquentes nausées. » Ils allèrent se restaurer. Le lendemain, ils retournèrent à la forteresse. « Ne nous lance plus de javelots, Yspadaden Penkawr, dirent-ils, si tu ne veux pas ta propre mort. »« Où sont mes serviteurs ?» dit Yspadaden Penkawr. « Élevez ces fourches sous mes sourcils qui sont tombés sur les prunelles de mes yeux afin que je puisse voir mon futur gendre. » Décidément. Comprenant qu'ils n'obtiendraient aucune réponse, ils repartirent, mais Yspadaden Penkawr saisit le 3e javelot empoisonné et le lança sur eux. Kilour le saisit au passage et le lança de toutes ses forces, tant et si bien que le trait lui traversa la prunelle de l'œil et sortit par derrière la tête. Dans le récit irlandais, le dieu Lugh vient à bout du géant Balor
en lui lançant une balle de fronde dans son œil, foudroyant. De même, Ulysse enfonce un pieu dans l'œil de Polyphème. L'aveuglement du géant marque la neutralisation de son pouvoir maléfique. Maudit gendre barbare, cria Ispadadène. Tant que je resterai en vie, ma vue s'en ressentira. Quand j'irai contre le vent, mes yeux pleureront. J'aurai des maux de tête et des étourdissements à chaque nouvelle lune. Maudite soit la fournaise où il a été façonné. La blessure de se faire empoisonner a été aussi douloureuse pour moi que la morsure d'un chien enragé. Mais Kilour et ses compagnons s'en allèrent manger. Le lendemain, ils revinrent à la forteresse d'Ispadadène Penkaur et disent « Ne nous lance plus de traits désormais. Il n'en est résulté pour toi que blessures et fâcheuses souffrances. Il t'arrivera bien pire si tu persistes dans ton attitude inamicale. Donne-nous ta fille, ou sinon tu mourras à cause d'elle. » « Où est-il, celui qui demanda ma fille ? Viens ici que je fasse ta connaissance. » On fit asseoir Kilour sur un siège en face de lui. « Donne-moi ta parole, dit Ispadadène, que tu ne feras rien qui ne soit légal. Quand j'aurai obtenu tout ce que je vais te demander, tu auras ma fille. » « Volontiers, répondit Kilour. « Indique-moi donc ce que tu désires et je m'engage à le satisfaire. »« Vois-tu cette colline là-bas, dit Ispadadène Penkaur. Je veux que toutes les racines en soient arrachées et brûlées à la surface du sol, de façon à servir d'engrais, qu'elles soient labourées et ensemencées en un jour, et qu'en un seul jour aussi le grain en soit mûr. Du froment, je veux avoir de la farine et une liqueur pour le festin de tes noces avec ma fille, que tout cela soit fait en un jour. »« J'y arriverai facilement, bien que tu penses le contraire, répondit Kilour. Si tu y arrives, il y a une chose à laquelle tu n'arriveras pas. Ce champ ne peut être labouré et mis en état que par Amaéton, fils de Don, car il est le seul à savoir le débroussailler. Mais Amaéton ne viendra jamais avec toi de bon gré, et jamais personne n'a réussi à le contraindre à faire quelque chose qu'il n'a pas désiré lui-même. Si toi, tu crois que c'est difficile, pour moi c'est chose facile. Si tu obtiens la présence d'Amaéton, il y a une chose que tu n'obtiendras pas. Il faut que Govanon, fils de Don, vienne aider son frère et débarrasse le fer qui se trouve dans la terre. Le nom d'Amaéton provient de l'ancien mot celtique ambactos et signifie laboureur. Le nom gallois de Govanon signifie forgeron, et il a pour équivalent irlandais le dieu forgeron Goibnu, l'un des Tuatha des Danann. Quant à Don, par ailleurs, mère de Gilvaethwy, devenue Girflé, dans les romans arthuriens, elle est l'équivalent de la déesse mère irlandaise Dana, qui porte encore le nom de Brigitte aux trois visages, déesse de la science, de la poésie et des techniques, celle que César classe comme étant la Minerve gauloise. Or, Govanon ne travaille jamais volontairement, que pour un roi véritable. Tu ne pourras jamais l'y contraindre. Si tu crois que c'est difficile pour moi, c'est une chose facile. Si tu réussis tout cela, reprit Badaden, il y a une chose que tu ne réussiras pas. Vois-tu là-bas cette terre rouge cultivée ? Lorsque je rencontrai pour la première fois la mère de cette jeune fille, on y sema 9 setiers de graines de lin, mais rien n'est encore sorti, ni blanc ni noir. J'ai encore la mesure. Cette graine de lin, je veux l'avoir pour la semer, dans cette terre neuve, plus loin, de façon que le lin serve de guimpe blanche autour de la tête de ma fille pour ses noces. Si tu crois que je ne réussirai pas, tu te trompes, car pour moi c'est chose facile. Si tu réussis, il y a quelque chose que tu n'obtiendras pas, la corbeille de Gwyddno Garanhir. Voir le chapitre Le chef des bardes, dans la première époque de cette série, La naissance du roi Arthur. Le monde entier se présenterait par groupe de 3 fois 9 hommes, que chacun y trouverait à manger selon sa fantaisie. Je veux y puiser de la nourriture la nuit où ma fille couchera avec toi. Mais Gwyddno Garanhir ne te la donnera pas de bon gré, et tu ne pourras pas l'obtenir par la force. Si tu crois que c'est difficile, tu te trompes, car pour moi c'est chose facile. Si tu l'obtiens, il y a quelque chose que tu n'obtiendras pas, le bassin de
Nash le Gaël pour bouillir la nourriture de ton festin de noces. Et dire Nash ne donne jamais son chaudron à quiconque le lui demande. Si tu crois que c'est difficile pour moi, c'est chose facile. Si tu l'obtiens, purée, il est chiante. Si tu l'obtiens, il y a une chose que tu n'obtiendras pas. Il faut que je me lave la tête et que je me rase la barbe, et je ne peux le faire qu'avec la défense du sanglier sauvage, Isgitir Penbeid, défense du chef sanglier. Mais elle n'aurait aucune vertu si on ne la lui enlevait, si on ne la lui enlevée tant qu'il est vivant. Et le sanglier est si rapide que personne ne l'a jamais pu approcher. Si tu crois que c'est difficile, tu te trompes, car pour moi c'est chose facile. Si tu l'obtiens, il y a une chose que tu n'obtiendras pas. Pour qu'on puisse me raser, il faut que les poils de ma barbe soient étirés. Or, on ne peut les étirer qu'en les frottant avec le sang de la sorcière Gordue, très noire, fille de la sorcière Gorwen, très blanche, qui réside en Penant Govut, rivière de l'affliction, aux abords de l'enfer, et personne jusqu'à présent n'a pu parvenir jusque-là sans y perdre la vie. Si tu crois que je ne le pourrai pas, tu te trompes, car pour moi, c'est chose facile. Si tu réussis, purée, il y a une chose que ça ne s'arrête pas, hein. Ça ne va jamais s'arrêter, hein. Je suis désolée, mais là, j'ai l'impression que c'est... Si tu réussis, il y a une chose que tu ne pourras pas obtenir. Il n'y a pas au monde de peignes et de ciseaux avec lesquels on puisse mettre en état ma chevelure, tant elle est rebelle, à l'exception du peigne, du rasoir et des ciseaux qui se trouvent entre les deux oreilles de Twirch Truif, le sanglier magique qui dévaste l'île de Bretagne. Oui, mais, qui lourd, il est né dans une porcherie. Et tu sais bien qu'aucun être humain ne peut rejoindre Twirch Truif, excepté Mabon, fils de Modron, qui a été enlevé à sa mère la 3e nuit de sa naissance. Animal fantastique et infernal signalé dans le texte latin de l'Historia Britonum au IXe siècle. Mabon est le Maponos, des inscriptions gallo-romaines, et Modron est la forme galloise de la déesse mère gauloise Matrona. Le mythe de Twirch Trif est très ancien et il a persisté dans ces fameuses chasses d'Arthur ou Mesni Elquin qui hantent la tradition populaire occidentale. Or, personne ne sait ou ne peut savoir où se trouve Mabon, ni s'il est mort ou s'il est vivant. Tu ne pourras donc jamais m'apporter le peigne, le rasoir et les ciseaux. Si tu crois que c'est impossible, tu te trompes, car pour moi, c'est chose facile. Si tu réussis à rejoindre le Twirch Trif, il y a une chose que tu ne réussirais pas à obtenir, car le Twirch Trif ne peut être tué que par l'épée de Gwyrnach le géant. Or, Gwyrnach ne frappera jamais le sanglier, car il périrait immédiatement en même temps que lui, et il ne donne son épée à personne. Tu ne pourrais pas l'y contraindre par la force. Si tu crois que je ne réussirai pas, tu te trompes, car pour moi, c'est chose facile. En tout cas, conclut Ispadaden Pencaur, je t'ai indiqué tout ce que je voulais obtenir pour que tu puisses prétendre avoir ma fille. Si tu ne m'obtiens pas ce que je t'ai demandé, tu n'auras jamais ma fille. Tu auras tout ce que tu as demandé, répondit Kilour, et cela grâce à mon parent, le roi Arthur. Et sur ces paroles, Kilour sortit avec ses compagnons. Ce jour-là, ils marchèrent jusqu'au soir et finirent par apercevoir une grande forteresse sur un tertre. Ils virent en sortir un homme noir plus gros que 3 hommes de ce monde-ci à la fois. Ils lui demandèrent d'où il venait et quel était le maître de la forteresse. « Vous êtes vraiment sans intelligence, répondit l'homme noir. Il n'y a personne au monde qui ne sache quel est le maître de ces lieux. C'est Gwyrnach le géant. C'est bien, dit Caï. Quel accueil y réserve-t-on aux hôtes et aux étrangers qui voudraient y passer la nuit ? Prince, que Dieu vous protège. Jamais personne n'a logé dans cette forteresse qui en soit sorti en vie. D'ailleurs, on n'y laisse entrer que l'artiste qui apporte avec lui son art. Pour comprendre cette scène, il faut encore se référer à la bataille de Mag Tured, quand Lugh, le multiple artisan, ne peut pénétrer dans la salle où sont réunis les Tuatha Dé Danann,
qu'après avoir précisé au portier qu'il possédait à lui seul la maîtrise de tous les arts et techniques. Ils se dirigèrent vers la forteresse et se trouvèrent en présence du portier. « Ouvre la porte, dit Caï. »« Non, répondit le portier. Le couteau est allé dans la viande, la boisson dans la coupe, et l'on fait la fête dans la salle de Gwirnash. Ce n'est qu'à l'artiste qui apportera son art que l'on ouvrira la porte désormais, cette nuit. »« Qu'à cela ne tienne, s'écria Caï. Sais-tu que je suis le meilleur polisseur d'épées au monde ?» Le portier entra et s'en alla trouver Gwirnash. « Quoi de nouveau à l'entrée ?» demanda Gwirnash. Le portier répondit. « Il y a là une compagnie qui demande à entrer, et parmi eux un homme qui prétend être un bon polisseur d'épées. Avons-nous besoin de lui ? » « Il y a déjà longtemps que je cherche quelqu'un capable de nettoyer mon épée, dit Gwirnash. Laisse entrer celui-là, puisqu'il apporte un art. » Le portier alla ouvrir la porte. Caï entra et salua Gwirnash, Gaur. « Est-il vrai, dit celui-ci, que tu sais polir les épées ? » « C'est la vérité, répondit Caï. On lui apporta l'épée. Caï tira de dessous son manteau une pierre à aiguiser en marbre et il se mit au travail. Et Gwirnash admira fort l'habileté de Caï. « C'est pitié, dit-il, qu'un homme d'aussi grande valeur que toi soit sans compagnon. Lequel de ceux qui sont avec toi désires-tu que je fasse entrer ? » « Que le portier sorte, dit Caï. Voici à quel signe il le reconnaîtra. La pointe de sa lance se détachera de la hampe, elle tirera du sang du vent et descendra de nouveau sur la hampe. La porte fut ouverte, et Bédouir entra, rejoignant Caï auprès de Gwirnash. Cependant, il y avait une grande discussion parmi ceux qui étaient restés dehors, à cause de l'entrée de Caï et de Bédouir. L'un d'entre eux, un jeune homme, le fils de Custenine, le berger, parvint à entrer, et ses compagnons, s'attachant à ses pas, il traversa les 3 cours et arriva auprès de la maison royale. Ses compagnons lui dirent alors « Puisque tu as fait cela, tu es le meilleur des hommes. » Et c'est depuis qu'il fut appelé Goreux, meilleur, fils de Custenine. Ils se dispersèrent ensuite dans la forteresse pour aller dans les différents logis et y tuer tous ceux qui s'y trouvaient sans que le géant le sût. Quand l'épée fut remise en état, Caï la remit entre les mains de Gwirnash, lui demandant si le travail lui plaisait. « C'est parfait, dit le géant. C'est le fourreau qui a gâté l'épée, continua Caï. Donne-la-moi encore pour que je lui enlève ses garnitures de bois et que j'en remette des neuves. Il prit le fourreau d'une main, l'épée de l'autre, et debout, au-dessus du géant, comme s'il voulait remettre l'épée au fourreau, il la dirigea contre lui et lui fit voler la tête de dessus les épaules. Ils dévastèrent alors la forteresse, enlevèrent ce qui leur convenait des richesses et des bijoux, puis retournèrent à la cour d'Arthur, munis de l'épée de Gwirnash le géant. Ils racontèrent leurs aventures à Arthur. Le roi leur demanda alors ce qu'il valait mieux chercher d'abord des merveilles qu'avait demandé Yspadaden Penkawr. Il vaudrait mieux commencer par rechercher Mabon, fils de Modron, dit Merlin. Merlin. Mais de toute façon, Merlin et Merlin, c'est pareil. Mais il me semblait qu'il lui avait demandé que tout soit fait en un jour. Or. Mais bon, passons. C'est juste, répondit Arthur. D'ailleurs, je n'oublie pas que j'ai donné ma parole à Modron de lui retrouver son fils. Il réfléchit un instant, puis il dit encore « Merlin, toi qui connais toutes les langues et tous les secrets de la nature, c'est à toi de t'engager dans cette mission. Tu iras avec Caï et Bédouir. Avec eux, une entreprise ne peut que réussir. Et que Dieu vous aide. » Caï, Bédouir et Merlin cheminèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrassent le merle de Kilgrouy. Merlin s'approcha de lui et lui demanda « Au nom de Dieu, sais-tu quelque chose de Mabon, fils de Modron, qui a été enlevé le 3e jour de sa naissance d'entre sa mère et le mur ?» Lorsque je vins ici pour la première fois, dit le merle, il y avait une enclume de forgeron, et je n'étais alors qu'un jeune oiseau. Il n'y a eu dessus d'autre travail que celui de mon bec chaque soir, et aujourd'hui elle est usée au point qu'il n'en reste pas même la grosseur d'une noix. Mais que Dieu me punisse si j'ai jamais rien entendu au sujet de l'homme que vous demandez. Cependant, ce que la justice commande et ce que je dois à mes messagers du roi Arthur, je le ferai. Il y a une race d'animaux que Dieu a formée bien avant moi,
et c'est vers eux que je vous en conduirai. » Ils gagnèrent l'endroit où se trouvait le cerf de Redinvre, la colline des fougères. « Chef de Redinvre, demanda Merlin, nous voici venus vers toi, nous, messagers d'Arthur, parce que nous ne connaissons pas d'animal plus vieux que toi. Sais-tu quelque chose au sujet de Mabon, fils de Modron, qui a été enlevé à sa mère la 3e nuit de sa naissance ? » « Lorsque je vins ici pour la première fois, répondit le cerf, je n'avais qu'une dague de chaque côté de la tête, et il n'y avait ici d'autre arbre qu'un jeune plant de chêne. Il est devenu un chêne à 100 branches, et il est maintenant tombé, réduit en une souche rougeâtre et pourrie. Bien que je sois resté ici pendant tout ce temps, je n'ai jamais rien entendu au sujet de l'homme que vous recherchez. Cependant, puisque vous êtes des messagers d'Arthur, je serai votre guide auprès des animaux que Dieu a formés bien avant moi. Ils arrivèrent à l'endroit où était le hibou de Quim-Carlwit, vallon du Creux-Gris. « Hibou de Quim-Carlwit, demanda Merlin, nous sommes des envoyés d'Arthur. Sais-tu quelque chose au sujet de Mabon, fils de Modron, qui a été enlevé à sa mère la 3e nuit de sa naissance ? » « Si je le savais, je vous le dirais, répondit le hibou. Quand je vins ici pour la première fois, la grande vallée que vous voyez était couverte de bois. Vint une race d'hommes qui détruisirent les arbres. Un second bois y poussa. Celui-ci est le 3e. Voyez-vous mes ailes ? Ce ne sont plus que des moignons racornis. Eh bien, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de l'homme que vous demandez. Je serai cependant votre guide, à vous, messager d'Arthur, jusqu'auprès de l'animal le plus vieux du monde et celui qui circule le plus, l'aigle de Guernabouy. Ils y allèrent. « Aigle de Guernabouy, dit Merlin, nous sommes des messagers d'Arthur. Nous sommes venus vers toi pour te demander si tu sais quelque chose au sujet de Mabon, fils de Modron, qui a été enlevé à sa mère la 3e nuit de sa naissance. » « Il y a longtemps que je suis arrivé ici, dit l'aigle. Il y avait alors une roche au sommet de laquelle je becquetais les astres chaque soir. Maintenant, cette roche n'a plus une palme de haut. Je suis ici depuis, mais néanmoins, je n'ai jamais rien entendu au sujet de l'homme que vous recherchez. Cependant, une fois, j'allais chercher ma nourriture au lac Liu. Parvenu à l'étang, j'enfonçai mes serres dans un saumon, pensant qu'en lui ma nourriture était assurée pour longtemps. Mais il m'entraîna dans les profondeurs, et ce ne fut qu'à grand-peine que je pus me débarrasser de lui. Moi et mes parents, nous nous mîmes en campagne avec ardeur pour tâcher de le mettre en pièces. Mais il m'envoya des messagers pour s'arranger avec moi. Il vint en personne me livrer de son dos 50 harponnets de chair. Si lui ne sait rien de ce que vous recherchez, je ne connais personne qui puisse le savoir. Je vous guiderai en tout cas jusqu'auprès de lui. » Oh, c'est mignon. Quand ils furent arrivés à l'étang, l'aigle dit « Saumon du lac Liu, je suis venu vers toi avec les messagers d'Arthur pour te demander si tu sais quelque chose au sujet de Mabon, fils de Modron, qui a été enlevé à sa mère la 3e nuit de sa naissance. » « Tout ce que je sais, je vais vous le dire. Je remonte la rivière après chaque marée jusqu'à l'angle des murs de Caerloy, Gloucester. Et c'est là que j'ai éprouvé le plus grand mal de ma vie. Si vous voulez savoir pourquoi, que 2 d'entre vous montent sur mon dos, un sur chaque épaule. » L'épisode est représenté sur le célèbre chaudron de Gundestrup, qui est un véritable livre d'images sur la mythologie celtique. Musée d'Aarhus au Danemark. Caille et Merlin montèrent sur les épaules du saumon. Ils arrivèrent auprès de la muraille et entendirent de l'autre côté des lamentations. De toute évidence, il y avait un prisonnier derrière la muraille. « Qui donc es-tu » cria Caille. Une voix faible lui répondit. « Hélas, homme, il a le droit de se lamenter. Celui qui est ici dans cette prison de pierre, c'est Mabon, fils de Modron. Personne n'a été plus cruellement traité que moi comme prisonnier. Que peut-on faire pour que tu sois libéré? Est-ce avec de l'or et de l'argent? On ne peut s'attendre à me libérer que par un combat. » Caille, Bédouir et Merlin retournèrent auprès d'Arthur pour lui raconter comment ils avaient découvert où était retenu Mabon, fils de Modron. Arthur convoqua tous ses compagnons, et ils s'avancèrent jusqu'aux murailles de Caerloy.
Caïn et Bédouir montèrent sur les épaules du saumon, et pendant qu'Arthur et ses hommes donnaient l'assaut à la forteresse, Caïn fit une brèche dans la paroi de la prison et ramena le prisonnier sur son dos. Les hommes continuèrent à se battre, et Arthur revint chez lui en compagnie de Mabon. Puis il envoya ses hommes à la recherche de tout ce qu'avait pu demander Yspadaden Penkawr à Kilour. Un jour que Merlin franchissait une montagne, il entendit des lamentations et des cris qui faisaient peine. Il se précipita de ce côté. Parvenu sur les lieux, il aperçut une énorme fourmilière qui était la proie des flammes. Il saisit un bâton et coupa la butte des fourmis au ras du sol, les délivrant ainsi du feu. Les fourmis lui dirent « Emporte avec toi la bénédiction de Dieu et la nôtre. Un service qu'aucun homme ne pourrait te rendre, nous nous engageons à te le rendre. » Alors Merlin leur expliqua qu'il cherchait le lin qui avait été dispersé dans le champ. Aussitôt les fourmis se mirent au travail, et elles ne tardèrent pas à arriver avec les 9 setiers de graines de lin qu'avait réclamé Yspadaden Penkawr, parfaitement mesurés, sans qu'il n'y manquât autre chose qu'un seul grain. Encore ce dernier grain fut-il apporté avant la nuit par une fourmi qui boitait. Trop mignon. Puis Merlin se mit en quête d'Amaéton, fils de Don, et lança un charme sur lui de telle sorte qu'il le suivit sans chercher à savoir quoi que ce fût. Ensuite, il alla trouver Govannon et lui jeta un charme semblable. Enfin, il les emmena tous les deux dans le champ qu'Yspadaden Penkawr avait désigné. Amaéton et Govannon firent tant et tant qu'au bout de la journée, tout le champ fut défriché, labouré, débarrassé de son fer et semé. Et le soir, la moisson du froment fut coupée, battue et engrangée. Et pendant que Merlin travaillait ainsi, Arthur, accompagné de Kilour et de Mabon, avait entrepris de débusquer le sanglier dont il fallait arracher la défense tant qu'il était encore vivant. Ils le poursuivirent longtemps dans les bois, et finalement Kilour parvint à sauter sur le dos de la bête. Alors, d'un geste d'une extrême violence, il lui arracha l'une de ses défenses, et, d'un coup de hache, lui fendit le crâne. Quant à Bédouir, accompagné de Caïn, il était allé chercher le chaudron de Dirnarch, le Gaël, qu'Arthur et lui-même avaient réussi à ramener d'une île mystérieuse d'où, partis en grand nombre, ils n'étaient revenus que 7. Décidément. Fort bien, dit Arthur. Quand tous se retrouvèrent à Carduel, de quoi avons-nous encore à nous occuper? De 2 choses, répondit Merlin, le peigne, les ciseaux et le rasoir qui sont sur le dos du sanglier Twirch Truif et le sang de la sorcière Gordue. Ah bah du coup, Truif, ça ressemble à Truie. Allons-y tous ensemble, dit Arthur, car je crois que nous ne manquerons pas de difficultés. Et là, je suis en train de réfléchir et je me dis, mais c'est peut-être les ancêtres. Olwen, ça doit être l'ancêtre véritable de Mélusine. Je vais le mettre dans ma généalogie. Arthur réunit alors tout ce qu'il y avait de combattants dans l'île de Bretagne, et quand tout fut prêt, il les emmena en Irlande sur de grands navires, car on lui avait dit que le Twirch Truif s'y trouvait pour le moment. Quand Arthur débarqua, les saints d'Irlande vinrent à sa rencontre et lui demandèrent sa protection. Quant aux hommes d'Irlande, ils se rendirent près de lui et lui offrirent des vivres en abondance, et tous espéraient qu'Arthur pourrait les délivrer du monstre qui ravageait le pays. Arthur et ses compagnons s'avancèrent jusqu'au centre de l'île, dans un lieu écarté où se trouvait Twirch Truif avec ses 7 pourceaux. On lança sur eux des chiens de toutes parts, mais ceux-ci furent tous tués, et Twirch Truif dévasta ce jour-là un 5e de l'Irlande. Purée. Le lendemain, les hommes d'Arthur rencontrèrent l'animal et se battirent contre lui, mais ils n'en reçurent que des coups et n'en tirèrent aucun avantage. Le 3e jour, ce fut Arthur lui-même qui engagea le combat contre Twirch Truif. Cela dura 9 jours et 9 nuits, et il ne put tuer que l'un de ses pourceaux. On demanda à Arthur ce qu'était cette laie sauvage. Il leur dit que c'était un roi que Dieu avait ainsi métamorphosé pour le punir de ses fautes et de sa tyrannie. Alors, Arthur envoya Merlin pour chercher à s'entretenir avec l'animal. Merlin s'en alla sous la forme d'un oiseau et descendit au-dessus de la bauge où il se trouvait avec ses 6 pourceaux. « Par celui qui t'a mis sous cette forme, dit Merlin, si toi et les tiens,
pouvait parler le langage des hommes, je demanderais à l'un de vous de venir s'entretenir avec le roi Arthur. L'un des pourceaux lui répondit, par celui qui nous a mis dans cette forme, nous n'en ferons rien, et nous n'irons pas nous entretenir avec le roi Arthur. Dieu nous a déjà fait assez de mal en nous donnant cette forme, sans que vous veniez vous battre avec nous. Apprenez qu'Arthur ne vous veut pas de mal, il désire simplement le peigne, le rasoir et les ciseaux qui se trouvent entre les deux oreilles de Twirch-Truif. Donnez-les-moi et on vous laissera tranquille. Un autre pourceau dont les soies étaient comme des fils d'argent, à tel point qu'on pouvait le suivre à leur scintillement à travers bois et landes, lui fit cette réponse. Personne n'aura ces joyaux, à moins qu'on ne prenne sa vie. Demain matin, nous partirons d'ici, nous irons dans le pays d'Arthur et nous y ferons le plus de mal possible. Hop. Changement de position. Effectivement, le lendemain matin, Twirch, Truif et les pourceaux gagnèrent le rivage et s'élancèrent à la nage sur la mer. Arthur fit embarquer tous ses hommes. Quand il débarqua à son tour dans l'île de Bretagne, il apprit que Twirch Truif avait ravagé de nombreux cantons et qu'il avait tué beaucoup de gens, des paysans aussi bien que des guerriers. Arthur se mit immédiatement à sa poursuite, mais Twirch Truif passa de région en région et se retrouva à l'embouchure de la Séverne. Arthur convoqua ses gens et leur dit « Seigneur, ce maudit sanglier a tué bon nombre de nos compagnons, qui étaient tous des hommes de valeur. Je jure, par la vaillance de ces hommes, que ce monstre n'ira pas en Cornouailles tant que je serai vivant. Il faut donc que nous l'empêchions de traverser la rivière. » Il envoya une troupe de cavaliers vers le nord avec mission de rabattre l'animal vers l'estuaire. Et là, avec tous ceux qu'il avait regroupés, il attendit de pied ferme. Quand Twirch Truif surgit, ils se précipitèrent sur lui. Quelques-uns parvinrent à le saisir par les pieds et à le plonger dans la Séverne, à tel point qu'il avait de l'eau par-dessus la tête. Mais Bonne, fils de Mordron, d'un côté, éperonna sa monture et enleva le rasoir. Bédouir, monté sur un coursier rapide, fut assez heureux pour saisir les ciseaux. Mais avant qu'on eût pu enlever le peigne, les pieds du sanglier touchèrent terre, et, dès lors, ni chien, ni homme, ni cheval ne purent le suivre avant qu'il ne fût arrivé en Cornouailles. Avec sa troupe, Arthur finit par l'acculer dans une vallée près de la mer. Caille, par un tour d'adresse prodigieux, en s'allongeant tant qu'il le put, parvint à se saisir du peigne. Quant à Twirch Truif, on le poussa à la mer et l'on ne sut pas depuis lors ce qu'il était devenu. « Que nous faut-il encore » demanda Arthur à ses hommes. « Le sang de la sorcière Gordue, répondit Kilour, celle qui habite près des confins de l'enfer, dans le nord. Arthur partit pour le nord et arriva non loin de la caverne où résidait la sorcière. Il envoya Caille et Bédouir se battre contre elle. Mais comme ils entraient dans la caverne, la sorcière les vit, saisit Bédouir par les cheveux et le jeta sous elle, sur le sol. Caille empoigna à son tour la sorcière par les cheveux et réussit à dégager Bédouir. Mais elle se retourna contre Caille, le martela de coups de poing et le jeta dehors. Arthur était furieux de voir ses hommes ainsi maltraités. Il envoya Gauvin et Hyder. Mais ils reçurent encore plus de coups que les deux premiers. Alors Arthur se précipita sur la porte de la caverne et, du seuil, il lança son couteau sur la sorcière. Il l'atteignit au milieu du corps et en fit 2 tronçons. Ainsi, Mébonne, fils de Mordron, recueillit le sang de la sorcière et le garda. Alors, Kilour, accompagné de Goreux, fils de Custennin, et de tous ceux qui voulaient du mal à Yspadaden Penkawr, s'en alla à sa forteresse. Tous les travaux qu'avait demandé Yspadaden avaient été réalisés, et tous les objets qu'il avait réclamés avaient été rassemblés. Merlin vint le raser et lui enleva chair et peau, jusqu'à l'os, d'une oreille à l'autre entièrement. « Es-tu rasé entièrement, homme » demanda Kilour. « Je le suis, répondit Yspadaden Penkawr. Ta fille est-elle à moi maintenant que tout est en ordre ? Elle est à toi, tu n'as nul besoin de me remercier. Remercie Arthur et ses compagnons qui te l'ont procurée. De mon plein gré, tu ne l'aurais jamais obtenue, et je sais que le moment est venu pour moi de perdre la vie. » Goreux, fils de Custennin, saisit Yspadaden Penkawr par les cheveux,
le traîna après lui jusqu'à la tour, lui coupa la tête et la plaça sur un poteau dans la cour. Purée. Puis il prit possession de la forteresse en vertu du fait qu'il était le neveu d'Ispadaden Pencaur et que celui-ci avait tué ses 23 frères. Eh ben, cette nuit-là, Kilour coucha avec Olwen et il n'eut pas d'autre femme durant toute sa vie. Quant aux autres, ils se dispersèrent pour rentrer chacun dans son pays, et Arthur, accompagné de Caille, de Bédouir, de Gauvin et de Merlin, s'en retourna jusqu'à sa forteresse de Carduel, où il retrouva avec joie son épouse, la reine Guenièvre. D'après les principaux épisodes de Culhuich et Olwen, récit gallois contenu dans le manuscrit dit Livre rouge de Hergest du XIVe siècle. Ce récit de Culhuich et Olwen est le plus ancien texte littéraire connu à propos du roi Arthur. On peut le dater du XIe siècle, mais des archaïsmes prouvent que le schéma provient d'une rédaction plus ancienne qu'on peut faire remonter au IXe siècle et peut-être bien avant. L'atmosphère générale est bien différente de celle qu'on remarque dans les romans courtois des XIIe et XIIIe siècles, et tous les épisodes se réfèrent à des thèmes mythologiques très anciens, remontant au paganisme druidique. C'est vraiment dans ce récit, que j'ai raccourci et adapté pour l'accorder avec l'ensemble du cycle arthurien, que se manifeste le caractère authentique du personnage d'Arthur, chef de guerre de la fin de l'Antiquité et du début de l'époque mérovingienne, au milieu d'épisodes qui appartiennent incontestablement à la mythologie celtique la plus archaïque. Voilà, prochain chapitre, le pèlerinage de Merlin.